Juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Faut que je vous raconte. C'est le début de l'après-midi. Dans mon poste de radio, la journaliste parlait d'une professeure poignardée dans un collège du Var. Le temps d'une page de réclame a été déjà question des Jeux Olympiques d'hiver, dont les épreuves anticipées de curling commençaient dès demain à Milan. J'ai éteint mon poste de radio et je suis sorti de chez moi faire quelques courses. En rentrant dans le supermarché, j'ai vu qu'ils avaient installé une nouvelle machine, baptisée Rétro Futur Moi. On aurait dit comme une machine photomaton. Le gars posté devant m'a dit « Ça vous dirait de l'essayer ?» J'ai répondu que j'avais pas besoin de photo d'identité. Alors il m'a annoncé d'un ton sec « Non monsieur, cette machine, c'est de l'intelligence artificielle. Avec elle, vous allez pouvoir converser avec celui que vous serez dans quelques années. » J'ai pas pu m'empêcher d'afficher un sourire en coin. Le même que je fais depuis des années quand on me raconte des salades. Ça coûtait 10 balles son truc au gars, après tout. Alors, je suis rentré dans la cabine, exactement pareil que celle d'un photomaton. J'ai ajusté le tabouret. À la hauteur de l'écran, je me suis mis. J'ai fait face à la vitre teintée. Ensuite, j'ai répondu à tout un tas de questions posées par une voix féminine de synthèse, du genre de celle qui annonce les trains sur les quais de gare. Elle m'a demandé mon âge, métier, est-ce que je suis marié, si j'ai des enfants et l'avenir. Qu'est-ce que j'en attends ? L'interrogatoire a duré 5 mois de minutes. Et ensuite, on m'a demandé de choisir l'âge du mois dans le futur à qui je voulais parler. Sur le clavier, j'ai tapé 101 parce que j'aime pas les controns. Après, j'ai vu mon clone en mouvement apparaître sur l'écran. Il avait mon visage majoré de rides et de cheveux blancs. Les résultats laissaient un petit peu à désirer, mais la voix, elle, qui sortait du haut-parleur, ressemblait exactement à la mienne. Mon futur, mon clone du futur, a dégainé le premier. Il m'a demandé « Alors gamin, tu veux savoir ce que tu deviens ? Allez, pose-moi une question. » Après tout, j'avais payé pour voir, maintenant j'allais m'entendre. Alors je me suis demandé à moi-même « Dis-moi mon vieux, maintenant que j'ai 101 ans, est-ce qu'enfin j'ai trouvé la sérénité ?» Scrutant l'écran vidéo, j'ai vu alors mon clone du futur se rapprocher d'une manière inquiétante. Puis, son visage s'est balafré d'un large sourire en coin. Ma parole, il se foutait de ma gueule. C'était donc ça sa réponse. Le futur. Tu parles d'une belle arnaque. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Juste avant la nuit, c'est un moment durant lequel on passe la soirée ensemble, on se parle, vous venez vous raconter tel que vous êtes. Vous le savez, ici il y a plusieurs moyens de se raconter, soit vous prenez votre téléphone, vous laissez vos coordonnées en m'envoyant un petit message, un petit mail à la boîte dédiée à cet effet, social@johanrock.fr, Johan Joha2NROQES, ou alors vous pouvez passer par les réseaux sociaux, mon compte Instagram, Instarock, ROQS, tout attaché. C'est donc juste avant la nuit, une émission qui commence ainsi. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Julien. Bonsoir. Julien, vous avez 39 ans, où est-ce que vous habitez ? J'habite à Clermont-Ferrand. Quelle est votre situation de famille actuellement ? Alors actuellement, je suis célibataire Et sans enfant. et sans enfant. Ouais. Alors vous êtes ancien militaire actuellement en reconversion professionnelle. Vous avez repris des études pour faire quoi plus tard ? Dites-moi. Alors j'ai repris mes études pour devenir CPE, donc conseiller principal d'éducation. Là actuellement, je suis en master et le concours est dans 4 semaines. Donc ça bachote un peu, beaucoup. Ouais, ouais. Vous êtes stressé ? Vous n'avez pas l'air. Pour le concours ou pour l'émission? Non, pour le concours évidemment. Bon, pour le concours aussi. Bon. Alors vous, je le disais, vous êtes un ancien militaire et il y a quelques années, alors que vous étiez en mission en Afghanistan, vous êtes retrouvé au cœur d'un attentat suicide. Certains de vos camarades militaires ont perdu la vie à cette occasion et vous, ensuite, vous avez développé ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Vous allez m'expliquer quelles ont été les conséquences de ce drame sur votre santé et puis sur votre vie au quotidien. J'aimerais
on commence, comme on le fait de temps en temps dans cette émission, par le début de votre histoire. Est-ce que vous, enfant, comme c'est le cas pour beaucoup, très tôt, vous saviez ce que vous aviez envie de faire dans la vie quand vous auriez été plus grand? Alors moi, pour ainsi dire, je suis issu d'une famille modeste. Je suis né dans un village avec très peu d'habitants. On était une fratrie de 5 frères. Et alors, on a toujours eu un peu tendance à jouer à la guerre entre garçons. Et j'avais un rêve d'être archéologue un jour, mais je pense que la conseillère d'orientation n'a pas misé sur moi pour cet emploi. Donc, en fait, je suis parti en lycée professionnel. Ça s'est pas bien passé du tout. Pourquoi Et c'est pas bien passé du tout? mais parce que je pense que j'avais un esprit peut-être un peu plus créatif, ou en tout cas, c'est pas du tout ce que je voulais faire, moi. C'était C'est-à-dire pas. que là, vous étiez orienté dans quelle direction en partant dans un bac pro, c'est ça? Un lycée professionnel, c'est pour faire un bac pro? Alors, j'étais en BEP Ouais. et c'était pour être tourneur-fraiseur. Et ouais, c'est vraiment une pratique qui me plaisait absolument pas. Et donc, à mes 18 ans, mon père m'a 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 conseillé de trouver un emploi. Et donc, je suis parti à la NPE. Donc, maintenant, euh, c'est Pôle emploi, il me semble. La NPE, je sais plus. Et en fait, arrivé devant Pôle emploi, il y a un adjudant-chef qui m'a gentiment invité à intégrer les rangs de l'armée française. Euh, L'armée, donc, c'était quoi? Une sorte pas d'erreur de parcours, mais de hasard de la vie? Oui, en fait, c'était surtout un espèce de tremplin en attendant de savoir ce que je voulais réellement faire plus tard quand je serai grand, pour ainsi dire. Et donc, voilà, je me suis engagé dans cet esprit-là de faire quelques années, le temps peut-être de mettre un peu de côté et puis de trouver ma réelle vocation. Vous vous souvenez, vous, du premier jour à l'armée, lors de votre formation, lors de on appelle quoi? On appelle ça les classes, c'est ça? Oui, donc pour l'incorporation, donc effectivement, c'est la première période, c'est la période de classe. Et quand je suis arrivé à mon premier jour, je me suis retrouvé dans une chambre avec des gars qui vont devenir bien évidemment des amis, encore actuellement. Mais à savoir, comme je disais, que moi, je venais vraiment d'un petit village de campagne et me retrouver avec des gars des îles, un ch'ti, et enfin, C'était et, l'exotisme, quoi. C'est la première fois que vous vraiment rencontriez des complètement, gens ouais. qui arrivaient des quatre coins de la France, voire même du monde. Exactement. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un souvenir ouais, qui reste, qui est marquant. Mais il arrive que dans cette émission, certains auditeurs qui sont passés par la case armée professionnelle, m'aient parlé de l'armée comme d'une famille. Est-ce que ça, c'est une expression, un mot, une comparaison que vous feriez vous aussi? Ah, mais complètement. Complètement. C'est une famille parce que on nous oblige finalement à, à nous serrer, à nous souder par différents exercices. Et on se rend vite compte que on est tous interdépendants finalement. Et cette interdépendance, on peut la définir comme étant un lien familial fort. Ouais. Vous êtes fait des amis, vous, des vrais, enfin, de ceux qu'on continue de voir une fois que l'armée s'est terminée? Oui, complètement. Alors c'est vrai que quand on a une carrière comme la mienne, c'est-à-dire jusqu'à 18 ans de service, on croise beaucoup de monde. Néanmoins, il y a des personnes qui restent encore aujourd'hui, malgré que je sois plus militaire, qui restent à mes côtés. Mais ça se compterait sur les doigts d'une main, quoi. Vous, en arrivant à l'armée, qu'est-ce que vous aviez une idée de la spécialité, du corps d'armes dans lequel vous vouliez être incorporé? Alors moi, j'avais demandé le 92e régiment d'infanterie, donc c'est l'armée de terre, et puis c'est voilà, c'est un régiment qui était déployé, donc c'était intéressant pour moi. Et donc on était des troupes à pied. Et c'est ce que je voulais faire, quoi. Mon idée vraiment, c'était d'être avec les copains dans les bois, Mais là, attendez, à Julien, en vous me parlez campagne. de l'armée professionnelle comme si c'était un camp de vacances ou des colonies de vacances. C'est pas vraiment la même chose quand même. Non, non, bien sûr. C'est vrai que de par mon esprit un peu rustique, si vous voulez, moi, la période de classe, tout ça, ça a été vraiment un réel plaisir. Bien sûr que ça a été difficile par moments, mais ça a été vraiment quelque chose de. Et puis cette cohésion qu'arrivent à mettre en place les cadres, ça permet vraiment de rendre, comment dire, agréable le moment malgré tout. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a l'image effectivement de l'armée, encore plus de l'armée de carrière, comme un truc à la dure.
avec des instructeurs qui mènent les apprentis militaires à la baguette. Pour vous, ça n'a pas été ça? Alors, ça a été à peu près ça, mais on sait pourquoi on est là, justement parce qu'on est engagé volontaire. En tout cas, pour ma part, j'étais un EVAT, donc militaire du rang, et je savais exactement pourquoi j'allais là-bas. Et globalement, je savais très bien que ça allait être compliqué. Mais encore une fois, ce qui est important à noter, c'est cette espèce de cohésion qui fait que tout, euh, que tout passe plus facilement quand on est ensemble. Faire la guerre, une fois que vous seriez professionnel, c'est une réalité que vous envisagiez lorsque vous étiez apprenti militaire? En fait, il y a une espèce de paradoxe derrière tout ça. C'est-à-dire que d'un côté, on s'entraîne pour tout le temps et on espère un jour vivre le feu. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai intitulé dans mon livre. C'est vivre ce feu-là. Néanmoins, voilà, le problème, c'est que on n'est jamais réellement préparé à le vivre et à ressentir les émotions que ça incombe de faire J'entends, cette guerre. mais il y a certains jeunes gens qui s'engagent dans l'armée en la souhaitant de faire la guerre, en se disant c'est finalement mon rôle, il est là sur le front. Est-ce que ça, c'est pas une idée ou une pensée qui était la vôtre à l'époque? Non, non. Enfin, moi, l'idée, c'était vraiment d'être dans l'armée pour. Enfin, je me suis jamais réellement posé la question. On connaît les risques. On sait que bien sûr que si un jour faut être déployé, eh bien on sera déployé. Le problème, c'est l'appétence pour justement vivre quand même un conflit armé. Bah, au même titre que le boulanger a envie de faire son pain le matin, bah nous, il me semble qu'il est intéressant quand même d'imaginer pouvoir utiliser son arme, que ce soit dans un contexte de neutralisation, enfin de défense de citoyens d'un autre pays. Ça paraît être plus comment dire, euh, en tout cas, c'est ce dont c'est ce qu'on veut réellement petit à petit, On à veut mesure être que le utile en temps fait. passe. Vous aviez envie d'être utile. Exact- Ouais. Exactement, ouais. Servir comme on m'apprenait à servir finalement. Le danger, les risques inhérents à ce métier de militaire, c'est une chose à laquelle les instructeurs qui vous ont formé vous ont sensibilisé à l'époque, ou tout ça, ça restait un peu flou. Alors, on nous a beaucoup, enfin, on nous a sensibilisés, notamment on passe les formations au secourisme. On nous sensibilise un petit peu donc au combat dans tous les cas et à savoir comment on peut, comment on peut faire au mieux notre métier. Maintenant, voilà, la difficulté, c'est que par exemple pour la blessure psychique, il n'y avait pas tellement de sensibilisation à proprement parler jusqu'à finalement la préparation au départ en Afghanistan, quoi. Mm. En choisissant de faire ce métier, vous êtes dit que possiblement un jour vous prendriez de grands risques, ou ça, une fois encore, dans le flot des choses à apprendre et l'engouement qui était le vôtre, ça passait en second plan. Au tout début, quand je me suis engagé, je me posais pas tellement la question, hein. Comme on dit, un pas après l'autre, je m'étais dit déjà réussis ta formation et puis ensuite on verra. Mais le problème, et enfin c'est un problème oui et non, mais dès lors qu'on finit la formation, on va dans une unité et avec nos potes, nos frères d'armes, et donc à ce moment-là, on s'inquiète pas tant enfin, d'un quelconque danger. Enfin, il me semble que c'était ça la question. Mhm. Ouais, Je l'ai ouais. mis en route. Ça dure combien de temps, la formation pour devenir militaire de carrière? Alors nous, on a fait 6 mois de formation. Donc c'était 2 mois de FGI et 4 mois C'est quoi FGI? de FA. C'est la formation. C'est vieux ça. Attends. Non, mais en gros, qu'est-ce que Euh, vous avez... Non, bah, alors, peu importe général, comment ça s'appelle, mais qu'est-ce qu'on apprend pendant 6 mois pour devenir enfin au bout militaire de carrière? Manier une arme, alors, j'imagine? alors dans les premiers mois, on apprend ouais, exactement les fondamentaux pour être fantassin. Voilà, donc pour être le soldat entre guillemets de base. Et ensuite, la deuxième formation, elle s'articule autour de la spécialité, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement. Moi, ma spécialité, c'était fantassin. Donc, en fait, on a juste poussé un peu plus loin le métier de combattant dans cette formation. Nous, pendant 6 mois, on a appris à être des combattants. Quelle est la première mission sur laquelle on vous a envoyé? Moi, la première mission sur laquelle on m'a envoyé, c'était la Côte d'Ivoire et j'avais 18 ans et demi. C'était pour Je faire sortais quoi? juste des classes. C'était pour faire des patrouilles, en fait. C'était en 2006. Et c'était pour faire des patrouilles, un peu force de présence, montrer aux gens qu'on était là.
Pourquoi? Et assez, Pour intimider ceux qui voudraient faire du grabuge, entre guillemets, ou justement pour apporter un renfort aux autorités locales? non, non, c'était surtout pour rassurer les, euh, les Ivoiriens, quoi. D'accord. Notamment dans la ville d'Abidjan, on était là aussi surtout pour leur montrer qu'on est là et qu'ils peuvent compter sur nous. Ouais. Donc finalement, vous étiez bien accueillis et c'était quoi? C'est pas une opération de routine, mais c'est quelque chose de. Est-ce qu'on peut dire que ce genre de mission est une mission de débutant, si je puis dire, ou au contraire, bah, le risque il peut être partout, même dans une situation comme celle-là? C'est aujourd'hui avec le recul, je me dis que moi toutes les missions que j'ai pu faire, c'est toujours monté un peu crescendo au niveau de l'hostilité. Et effectivement, en ce sens, je pense que la Côte d'Ivoire c'était une mission de débutant qui nous montrait tout de suite ce à quoi ressemble un autre pays sur un autre continent pour quelqu'un de la campagne qui n'avait jamais réellement voyagé. Et il y avait aussi le fait euh, que comme il y avait pas de il n'y a pas eu de conflit réel à ce moment-là. C'était vraiment une mission qui préparait, enfin, qui montrait la douleur que pouvait procurer, ne serait-ce que l'éloignement pendant quelques mois de sa famille, de sa chérie, enfin, notamment, je pense à 18 ans et demi, voilà. C'est quelque chose qui éprouve, ne serait-ce que ça. Vous aviez déjà rencontré celle qui est devenue ensuite votre compagne, votre femme, à l'époque? Oui, bah, à cette époque, j'étais en couple avec elle. Euh, ouais, Vous l'avez j'étais en rencontrée couple avec comment, cette jeune femme à l'époque? elle. Je l'ai rencontrée par le fruit du hasard, un peu comme dans les films américains, là, Ah bah sur c'est les pas le angles. hasard dans les films américains, c'est le destin qui parle. Julien, enfin voyons. Comment L'angle alors? d'une ruelle, Dans de je dirais, ruelle, ouais. d'accord. Ouais. Et alors comme dans les films américains, le coup de foudre? Ah oui, complètement. Pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qui Bah fait parce que que vous ne pouviez pas passer à côté de cette femme? déjà parce que j'étais adolescent et je pense qu'on a une faculté à aimer qui est peut-être différente de celle de quand on a 40 ans, mais je sais que c'est pas une bonne réponse. Non, parce que en fait, voilà, c'était une personne, c'est une personne incroyable par ailleurs et quand je l'ai rencontrée, c'était vraiment qu'est-ce qu'elle était belle. Et le fait que, donc quand vous la rencontrez, vous êtes déjà en train de vous former pour l'armée ou ça arrive juste après? Ça arrive, il me semble, 2 ans après. Donc on est en couple quand je décide de m'engager. Comment elle l'a pris, ça? Le fait de savoir que son homme va faire l'armée de carrière et que possiblement, bah, non seulement il va devoir partir, mais aussi prendre des risques. Ça a fait l'objet d'une discussion entre vous? On était jeunes et elle était étudiante sur Paris. Donc en fait, l'idée c'était que comme on arriverait à se voir les week-ends, c'était plutôt, enfin, on n'avait pas le choix que de se voir le week-end, donc on était plutôt d'accord tous les deux pour cet engagement-là. Ouais. Et par la suite, est-ce qu'il lui est arrivé d'avoir peur pour vous? Je pense, ouais. Oui, oui, c'est arrivé qu'elle ait peur pour moi. Mais vous n'en Bah parliez après, pas forcément. non. Surtout au retour, elle pouvait me faire part de ses inquiétudes qu'elle avait eues. Et au final, ben, ma présence à elle seule pouvait la rassurer. Donc, enfin, sauf après l'Afghanistan où ça a été un peu plus compliqué. Mais en tout cas, après les premières opérations quand j'étais jeune, là, c'était juste un plaisir de se retrouver à la gare. Et puis voilà. Comme dans les films. Vous me parliez de Ouais. la première mission, la Côte d'Ivoire. Vous partez pour combien de temps à cette époque? Alors, on est parti pour 4 mois. C'est long, 4 mois quand Euh, même, hein. bah, c'est long. C'est long. Alors, sur le coup, mais enfin, comme je vous disais, en fait, on est avec les copains, puis on commence enfin, on aime cette vie-là, quoi. La vie en campagne où l'inconfort devient comment dire, tout nous réjouit Ça veut dans dire qu'on ces, on vit en bande, je veux dire, une fois hors travail, hors des heures de service, si je puis dire, la vie continuait entre camarades et collègues militaires? pendant la mission. Ouais. Ah ouais, mais complètement. Oui, oui, enfin, il y a toujours il y a toujours les jeux de société, les, les moments où on prenait enfin, du plaisir à rigoler, les anniversaires à fêter. Enfin, il y avait toujours des moments conviviaux en fait durant toute la mission, pendant les 4 mois. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que j'ai une idée de l'armée
ne l'ayant pas faite, où effectivement, entre militaires, on tape le carton, on fait des jeux, parfois en bois. En fait, on tue le temps. Et vous, quand je vous écoute, j'ai l'impression que finalement, la vie était intense et que le temps, vous ne le tuiez pas, mais qu'au contraire, vous maximisiez tout. Je me trompe? Non, non, vous vous trompez pas. En fait, l'idée c'est ça, c'est que effectivement, il y a des phases d'ennui qui sont quand même relativement rares, mais quand on est dans une toile de tente, parce que nous étions en tente par des tentes de 6, il me semble. Et non, bah, du coup, quand tu es dans une tente de 6 avec des potes, l'ennui il se transforme toujours en rigolade, En rigolade. en déconnade, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette première mission et l'Afghanistan, qui a été le moment durant lequel tout a basculé? Vous êtes allé où aux quatre coins du monde? Alors, entre la Côte d'Ivoire et l'Afghanistan, je n'ai fait que le Liban. Le Liban, donc j'ai servi pour un mandat ONU. Bon, ça a été, enfin, moi je l'ai pris d'une manière très, enfin, c'était tout de même prestigieux, donc d'essayer, enfin, de maintenir la paix entre Israël et puis le Liban. Ça a été quelque chose. J'avais alors 19 ans et c'était quand même quelque chose d'assez, d'assez important. 20 ans j'avais. Important et puis dangereux, là, pour le coup. Vous parliez de mission débutant pour la Côte d'Ivoire. Là, le Liban, c'est une toute autre envergure, j'imagine. Oui, tout à fait. On est un peu plus sensibilisé avant le départ. On nous explique que c'est pas du tout le même contexte. Et mais malgré tout, on sait aussi qu'on sert en casque bleu. Donc globalement, il y a quand même une espèce de respect de la part des pays qui sont en conflit sur ce qu'est les casques bleus, quoi. Pour quelle raison vous êtes parti en Afghanistan? Je suis parti en Afghanistan à titre personnel. Oui, enfin, en mission, en tous les cas. Bah, moi, je suis parti en mission en Afghanistan parce que il fallait faire absolument l'Afghanistan. C'était la mission qu'il fallait faire. Donc, moi, j'étais volontaire à partir là-bas. Vous aviez quel âge à l'époque, avant de partir? Eh bien, j'avais 26 ans. À 26 ans, vous en êtes où de votre vie? Donc, vous êtes avec votre compagne, que vous avez rencontrée quelques années plus tôt, quand vous aviez 18 ans. Vous en êtes où de votre vie de couple? Vous avez emménagé ensemble? C'est quoi? Ça se passe comment? On a emménagé ensemble. Je l'ai demandé en mariage une semaine avant le départ. Et donc, tout va bien pour nous à ce moment-là, oui. Vous appréhendez de partir en Afghanistan? J'appréhende l'Afghanistan, oui et non. Oui, parce qu'on sait que ben on a des frères qui sont tombés là-bas quelques mois auparavant, à l'endroit là même où moi où on sera basé. Et non parce que ben l'entraînement il est intense et ben il y a toujours cette espèce de confiance en chacun. En fait, c'est ça qui est inculqué un peu dans l'armée, c'est On que se repose sur les autres. on se repose sur les autres et les autres se reposent sur nous-mêmes et ça fait un peu les mousquetaires, mais enfin, globalement, ça reste à peu près ça, ouais. Quelle est la première image que vous avez en tête lorsque vous repensez à votre arrivée en Afghanistan? Moi, c'est quand on a pris les hélicoptères, les, euh, les Chinook. On a pris les hélicoptères américains avec les doubles hélices, là, pour nous rendre de Bagram à, à Nijrab. Et bah, franchement, je me suis dit, bah, ok, on est dans un film. C'est, Pourquoi? c'est, Qu'est-ce qu'on voit d'en ben, haut parce quand on survole cette région du monde? Bah, c'était un vol tactique de nuit. L'hélicoptère avait la rampe ouverte, l'américain était avec la mitrailleuse à l'arrière. Enfin, c'est quelque chose qui sort du cadre français. Moi, j'avais jamais fait ça en tout cas. Mais quoi, vous étiez exalté par la mission à accomplir, par, si je puis dire, l'exotisme de ce vol en hélicoptère, ou vous aviez peur à ce moment-là? Non, à ce moment-là, on se dit juste, ça y est, on y est. Voilà, c'est fait. Maintenant, va falloir assurer. Il y a eu, je le disais en début d'échange, cet attentat suicide. Le jour de cet attentat, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses se sont déroulées? Et de quoi vous vous souvenez, vous, précisément? Moi, de ce que je me souviens, c'est que c'était une opération. Donc, c'est arrivé en début du mandat. Le mandat était de 6 mois en Afghanistan. Et au tout début du mandat, en fait, on fait une opération
civilo-militaire, pour ainsi dire, où on se rendait sur un marché qu'on devait sécuriser, qui était formé, enfin, qui faisait presque une espèce d'île qui était reliée par 2 ponts. Et des militaires donnaient des cadeaux à des enfants, à des gens en fait dans ce marché. Et moi, de ce que je me souviens, enfin, c'est flou aujourd'hui, et tant mieux. Euh, mais globalement, j'allais, moi j'étais opérateur tourelle et Ça veut dire quoi, on était opérateur tourelle, eh ben concrètement? c'est moi qui, eh ben nous on avait un char qui s'appelait le VBCI, donc c'est le véhicule blindé du combat de l'infanterie. C'est un transport de troupes qui peut transporter jusqu'à 8 personnes à l'arrière. Et en fait, il y a un opérateur tourelle, donc c'est celui qui commande le canon de 25. C'est ce qu'on pourrait appeler plus communément un char, quoi. Mais vous êtes à l'intérieur du char ou en étant... Moi, je suis à l'intérieur, vous êtes à l'intérieur quand même, ouais, à couvert. tout à fait, Ouais. dans ma tourelle, ouais. Ouais. Et avec mon pilote, et on se met en 360 degrés pour sécuriser le marché. Et à ce moment-là, vu qu'on sait que ça va être de 9h à 19h le soir, cette mission, eh bien, on se dit que, enfin, on part sur l'idée de faire du 50%. Donc 50% qui se mettent en retrait, qui se reposent, et 50% qui restent en observation. On était largement assez pour couvrir la zone. Et donc moi, à ce moment-là, je me dirige à l'arrière du char, mais à l'intérieur toujours, pour faire un café, puis le proposer à mon équipier qui était lui le pilote, donc. Et sauf qu'à ce moment-là, bon, ben, je vois dans mon épiscope une personne courir. Et puis, je suis secoué par une explosion et la poussière. Voilà. C'est le souvenir que j'en ai, c'est cette poussière qui lève et qui retombe, quoi. Et qui rentre dans le char. Non, elle rentre pas dans le char, la poussière, mais enfin pas encore en tout cas. Enfin, vous la voyez à travers les vitres, c'est ça? Il y a des vitres dans un char. Oui, Ouais, c'est ça, oui. d'accord, ouais, ouais. Dans la vitre. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que vous me le disiez, avec les années, ça devient flou. Est-ce que justement aussi, à force de se le remémorer, d'en avoir parlé, est-ce que petit à petit, les souvenirs se délitent sur ce moment précisément, à partir duquel tout a suivi, autrement dit, ce syndrome post-traumatique? Il y a des choses dont je me rappellerai toute ma vie, malheureusement. Mais il y a des choses que j'ai oubliées. Le syndrome de stress post-traumatique donne quelques troubles de la mémoire. De quoi vous vous rappellerez toujours? Parce que c'est Je me rappellerai, je me tellement fort. rappellerai, eh ben, je me rappellerai toujours, par exemple, de ce calme chaotique. En fait, au moment où il y a eu ça, je suis remonté dans ma tourelle. Moi, j'ai dit à mon pilote qu'il y avait sûrement une bombe qui avait explosé et en fait, bah, effectivement. Et là, il y a un calme, mais qui est macabre, quoi. Hein. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler. En tout cas, moi, je suis tétanisé à ce moment-là et je sais qu'il faut absolument surveiller à nouveau pour être sûr que ça n'arrive pas, que l'ennemi. En fait, moi, si vous voulez, je cherche l'ennemi à ce moment-là. Sauf que l'ennemi, bah, il est mort avec les frérots, quoi. Donc, c'est compliqué. Et Il y a eu combien de morts ce jour-là? Combien de il y a eu, camarades militaires ont perdu la vie? il y a eu 4 militaires décédés et un Afghan et son fils. Après coup, on a su par qui il était commandité, cet attentat? Bon, bah, de toute façon, oui, c'était les talibans, de toute façon. Il y a ce calme, vous avez dit hors antenne aussi, il y a l'attente après. Qu'est-ce que vous attendez, vous, une fois qu'il y a eu la déflagration, l'explosion, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps ça dure, cette attente? Bah, l'attente, là, à ce moment-là, c'est que, globalement, on attend les ordres, quoi. Nous, on se remet en observation. On cherche un ennemi qui n'est plus. Et on est juste complètement... on n'est pas anéanti, mais on est dans quelque chose un peu... dans une autre dimension, quoi. Une espèce de monde parallèle où, en fait, ça n'a pas pu arriver, quoi. Et donc, on attend les ordres. On attend les ordres. Je vous demandais tout à l'heure en début d'échange si vous étiez préparé lors de votre formation au risque, au danger, à l'idée même de la mort. Est-ce que là, justement, dans une situation pareille, on improvise ou alors, il y a des choses qu'on apprend à un militaire pour savoir comment se comporter lorsque justement arrive ce qu'on ne pouvait pas prévoir? Dans l'entraînement de l'armée française, ce qui fonctionne, il me semble bien, c'est ce qu'on appelle le drill, c'est-à-dire que on fait, on refait jusqu'à ce que ça devienne un réflexe.
Et donc, dès lors qu'il y a eu cet attentat, nous avons réagi sous forme de réflexe. Nous avons pris nos positions et puis on s'est mis à observer. Mais là, il manque un peu de lucidité quand même à ce moment-là. C'est-à-dire que on arrive à saisir que l'ennemi n'est plus, mais on cherche quand même l'autre, quoi. Enfin, on est perdu, mais on a quand même le réflexe de rester dans nos conditions de fantassins et de personnes qui sommes en mesure de sécuriser ce qui reste du marché. Ouais. Vous avez parlé de mort. C'est la première fois, vous, à cette occasion, que vous avez côtoyé la mort d'aussi près? Ah oui, c'est la première fois. Ça ne peut pas s'apprendre, la réaction qu'on a face à un civil qui meurt suite à un attentat, un camarade militaire. Comment vous avez accusé le coup le jour même, une fois que la journée est terminée, qu'on rentre, je sais pas, à la caserne, dans une tente? Comment ça se passe pour vous ce jour-là? Ça a été très très silencieux. Paradoxalement, avec ce que je disais tout à l'heure, qu'il y avait toujours des conates pour briser un peu l'ennui. Là, en fait, c'était très silencieux. Sachant que du coup la mission elle a été avortée, hein. Il était je crois 9 heures le matin, on venait d'arriver, ça faisait presque 1 heure quoi, donc il devait être 10 heures et au lieu on est rentré directement. À ce moment-là, ouais, non, c'est silencieux. Et puis on a on a mon chef de groupe en fait qui lui n'était pas sur position avec nous, qui arrive et qui vient percer le silence et qui fait un café à tout le monde et puis qui dédramatise, enfin pas qui dédramatise, mais en tout cas qui part sur un sujet euh, un peu plus léger et la conversation, la discussion, elle reprend aussitôt. Et il y a un truc qui est assez étrange quand même dans le corps humain, en tout cas dans son esprit, c'est qu'à ce moment-là, ce qu'on se dit, ce qui est fait est fait. Maintenant, il va falloir en découdre avec l'ennemi. Et il nous reste que 5 mois de mandat. On vient juste d'arriver, donc il nous reste même 5 mois et demi. Et il va falloir faire 5 mois et demi pour venger nos potes, ouais. Comment vous avez pris la chose, vous, justement? Vous arrivez, il y a cet attentat suicide, et puis il va falloir passer maintenant toute la mission dans ce pays, un pays de danger, après avoir encaissé un drame comme celui-ci. Dans quel état d'esprit vous êtes au lendemain ou le surlendemain de cet attentat? On est sur un qui-vive permanent, quoi. Donc il n'y a pas de place, le deuil n'a pas de place. Il faut on enchaîne directement dans la seconde étape, à savoir traquer l'ennemi. Exactement, ouais. Et puis ça se fait de manière personnelle et individuelle, hein, mais au niveau collectif, évidemment, du coup, le groupe et l'ensemble de la section et des unités présentes sur le territoire, à ce moment-là, se disent il faut qu'on anéantisse ça. Mais la problématique quand même, c'est que il y a pas de place pour le deuil, non. On reste. Mais c'est même très étrange qu'on soit pas plus impacté, à mon sens, hein. Après, c'est humain, mais en tout cas, c'est intéressant, c'est plutôt fascinant, le fait qu'on soit pas plus impacté sur le coup. Vous parliez de camaraderie, de copains. Effectivement, quand des copains perdent un ou plusieurs des leurs, évidemment, on en parle. Mais là, le fait que vous soyez militaire de carrière, fantassin, finalement, la mission prend le pas sur l'émotion et sur l'humain. Je dirais que l'émotion qui a pris le pas sur la mission et l'émotion, c'est celle de venger, ouais. Il y a l'idée de venger. Ouais. Moi, je sais que je bascule à ce moment-là dans quelque chose de beaucoup moins, de beaucoup plus, peut-être personnel, quoi. Vous en faites une affaire personnelle. Ouais. J'imagine que ces 5 mois ont été très longs. Qu'est-ce qui s'y est passé finalement? J'entends pas forcément tant sur le terrain que dans votre tête. Faut savoir que quand même, notre section, on était les seuls en VBCI. Les autres c'est étaient quoi en VAD. VBCI, déjà, rappelez-moi? Le VBCI, c'est le véhicule blindé du oui. combat de l'infanterie. D'accord. C'est un véhicule qui est à ce moment-là sophistiqué, hein, qui est très moderne. Alors que les autres unités sont en VAB, donc c'est véhicules de l'avant blindé. C'est des véhicules qui sont très archaïques, en gros. Et donc, si vous voulez, on est un petit peu. Il y a une mise à prix sur les talibans. On vend une prime s'ils arrivent à nous atteindre, nous, puisqu'on est la dernière section, parce que, pour rappel, à ce moment-là, on est en train de fermer l'Afghanistan. Donc ça, vous le savez, vous, qu'il y a une prime sur votre tête à ce moment-là?
Ça vous galvanise, j'imagine, tel que vous me racontez l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous êtes galvanisé par ça. Enfin, galvanisé. En tous les cas, vous dites on va traquer l'ennemi. Ça ne vous fait pas peur, j'ai l'impression, sur le moment. Non, parce qu'en fait, nous, on a été surnommé le, le diable de la vallée, parce que grâce à nos véhicules et à ses compétences et à sa puissance de feu. Et donc, si vous voulez, c'est vrai qu'à ce moment-là, autant qu'on est dans le véhicule, tant qu'on n'en sort plus, on se sent plutôt serein. Ouais. Et Invincible. non seulement on sent... Ouais, exactement, c'est ça. Pendant ces 5 mois, vous avez de temps en temps, vous communiquez de temps en temps avec votre compagne qui, elle, est en France? Oui, moi, j'ai une belle anecdote aussi par rapport à ça. Hein. C'est que on se faisait une visio où elle, elle me demandait de choisir avec elle le chemin de table pour le mariage au retour de l'Afghanistan. Et pendant qu'elle me demandait de choisir entre le bleu et le blanc, en fait, bah, nous, on se faisait tirer dessus au niveau de la fob, quoi. Donc, Mais ça veut dire ça, quoi? Vous ne lui disiez pas tout, de peur de l'inquiéter? Ou elle savait tout ce qui se passait, y compris cet attentat suicide? non, bah, tout ce qu'ils savaient, les civils, nos familles, nos proches, c'est ce que BFM voulait bien leur dire. Hein. Mais alors, il y a Nous, quoi entre la réalité et ce que les journalistes retranscrivent, et forcément ne savent pas forcément tout? Il y a le secret défense, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui étaient omises. non, mais après, les journalistes donnent les informations réelles. Mhm. Mais pas forcément toutes. Après, il y a des informations pour la sécurité, pour la défense, pour le bien Oui. de la nation qui ne filtrent pas. On est d'accord? Oui, bien sûr. Par contre, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, là où on préférait taire les problématiques qui peuvent arriver, ben voilà, les chaînes d'information telles que BFM notamment, ben relaient l'info parce que c'est leur métier, mais ils nous mettent un peu en court-circuit, quoi. Là où nous on dit que tout va bien, eux, nos proches voient bien que non, ça va pas bien du tout. Mais donc, j'imagine que votre compagne était inquiète parfois, vous posez des Ah bah, bien questions. sûr. Il n'y avait pas que le plan Oui, de oui. table. Ouais. Là, là. Ah ben non, mais euh, il y a, faut savoir que pendant 6 mois, ça n'a pas été toujours la mouise. Mhm. BFM TV n'informait pas tous les jours sur l'Afghanistan. Ça a été surtout le 9 juin, là où il y a eu l'attentat. Mhm. Et ensuite, nous, elle avait pour mission de préparer le mariage un peu seule, la pauvre. Mais c'est vrai que ça, c'est arrivé à la mi-mandat, quoi. Donc au bout de 4 mois, de 3, 4 mois, ouais, où on était harcelé, certes, ça BFM en parlait un peu moins, mais ça n'empêchait pas qu'on puisse avoir une vie normale parce qu'on s'était tellement habitué. Et c'est ça qui est assez fou d'ailleurs, c'est que quand ça tirait, nous, ça nous empêchait pas de jouer par exemple au Uno ou à continuer de faire notre barbecue. Enfin, c'est vrai que On s'habitue à quand on tout. s'habitue, ouais, complètement. Mhm. On parle du stress post-traumatique. À quel moment, est-ce que d'une manière très brutale, il est survenu dans votre quotidien? Et à quel moment de votre vie? Alors, le stress post-traumatique, on parle du SPT dès lors que les potentiels symptômes dépassent le stade des 3 mois. Mhm. Mais moi, quand je suis rentré d'Afghanistan, 1 mois et demi après, on est déployé au Mali pour Serval. Après que AQMI ait voulu s'emparer de l'usine en Algérie, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, c'était en 2013, c'était Vous pouvez janvier nous la 2013. rappeler, de manière très synthétique? Eh bien, mais voilà, c'est AQMI en fait, donc c'est Al-Qaïda du Maghreb islamique. Et en fait, ils étaient venus récupérer un peu, enfin, ils voulaient monter jusqu'en Algérie. Ils avaient pris une usine algérienne, et donc ils devenaient une menace très Donc vous, proche, trop proche. vous revenez en France d'Afghanistan. Vous restez combien Ouais. de temps en France avant de repartir pour cette nouvelle mission au Mali? Je reste 2 mois en France. Euh, Et, une petite incise, que dit votre hiérarchie? Parce que bon, quand on a essuyé un attentat suicide comme le vôtre, alors bon, bah oui, vous êtes exposé au danger, c'est aussi le quotidien d'un militaire, mais est-ce que on s'occupe de savoir si effectivement, mentalement, vous êtes apte à repartir? alors, c'est un sujet qui est particulier puisque en réalité, comme je vous expliquais que le SPT peut être avéré ou non au bout de 3 mois, au bout de 3 mois après un retour en tout cas, et que
et que l'alerte guépard, donc c'est les alertes moins de 48 heures, a été déclenchée alors que j'étais dans l'unité qui était justement dans cette alerte-là, qui était désignée. Eh bien, il a fallu que je reparte. Néanmoins, moi, au début, j'étais pas tellement chaud parce que pendant les 2 mois, ça n'a pas été tout beau tout rose, notamment avec mon ex-femme. Enfin, bon, avec mon ex-femme, ça a été compliqué. Enfin, en tout cas, c'est elle qui m'a alerté sur le fait que j'avais peut-être un peu changé depuis le retour de Qu'est-ce qui l'Afghanistan. avait changé? Quel homme vous étiez en arrivant en France? Euh, J'étais un peu plus éteint, un peu plus émotif, peut-être un peu plus sensible à beaucoup de choses. Sur quoi, par exemple? Au quotidien, qu'est-ce qui pouvait vous mettre en alerte? Des choses Mais banales? le- tout ce qui peut transmettre une émotion, c'est-à-dire que la peur, quelqu'un qui va klaxonner juste à côté, ça pouvait me faire sauter en arrière. La colère pouvait me enfin, vriller. Euh, la, et, enfin, et la tristesse pouvait enfin, c'était compliqué, ouais. Et elle le prenait comment? Ah ben, moi j'ai tout mis sur le dos de la fatigue. Parce que pour moi, si vous voulez, l'attentat du 9 juin, ça pouvait pas être responsable de ça, puisque pendant 5 mois, j'ai eu aucun symptôme. Donc pour moi, ça pouvait pas du tout être lié à ça. À mon avis, c'était juste simplement de la fatigue, ce qui était logique, puisqu'on avait quand même enchaîné 8 mois de préparation en France, et puis 6 mois d'opération extérieure en Afghanistan, où on a été harcelé souvent. Bon, ben, si vous voulez, moi j'ai mis ça voilà, sur le dos de la fatigue, il faut que je me repose un peu, et ça C'est ira. ça qui est intéressant à vous écouter, c'est que vous racontez ces 5 mois, vous disiez il y a un instant, on entendait les tirs, on continuait de jouer aux cartes, et puis finalement vous arrivez, vous revenez en France, là un simple coup de klaxon, qui est une chose assez banale, là en revanche vous met en alerte. Ouais, parce que je pense que le corps, il se déconditionne de l'opération extérieure. Le corps revient quelque chose, entre guillemets, normal. Mais sauf qu'en fait, l'esprit, lui, il est plus normal. Et je pense que c'est ça qui doit se passer globalement dans les corps et dans les têtes. Donc vous Et partez un peu à contre-cœur au Mali, dans oui, une autre situation très dangereuse et très préoccupante. Qu'est-ce qui va se passer une fois sur place pour vous? alors, je tiens juste à préciser que je pars. J'envisage de partir à contre-cœur. Donc, quand je le dis à mon ex-femme, elle s'effondre. Mais au moment de partir, je suis absolument volontaire et motivé à partir. En fait, pour moi, il me semble que la mission ne devrait pas durer longtemps. C'est on vient, on gagne et on s'en va, quoi. Je Je vous voyais pose ça une comme ça. question. Est-ce que, en tant que militaire de carrière, vous aviez le droit de refuser de partir sur cette mission? J'avais le droit oui, effectivement, j'avais le droit de, non pas en tant que militaire de carrière, mais de par le fait que je revenais d'une opération qui Mhm. avait été quand même de 6 mois, il y a moins de 2 mois avant ce départ, j'aurais pu très bien dire non, je ne veux pas partir. Néanmoins, mon chef de section était quelqu'un que j'adorais et au vu des personnels qu'il y avait dans sa section, c'était beaucoup de jeunes. J'ai pas résisté, j'ai pas pu laisser partir cette section Mais c'est sans quoi mon minimum d'expérience à moi. le sens du devoir ou de faire bien son travail ou bien accomplir son rôle, sa fonction? Ouais, je pense qu'il y a une espèce de conscience professionnelle et puis comme on s'est dit en début d'émission, c'est que c'est des frères d'armes quoi. Et je pense qu'on laisse pas des frères inexpérimentés pour certains seuls dans un bourbier qui est. Et puis il y a aussi la dimension où c'est une Afrique. On part au Mali et pour moi le rappel de l'Afrique c'est la Côte d'Ivoire, mission débutant. Donc je me dis peut-être que ça va me faire du bien à l'esprit de revoir ces gens qui respirent la joie de vivre, hein. En Côte d'Ivoire c'était des gens qui étaient toujours joyeux, souriants. Enfin je me dis ça peut être vraiment cool de après l'Afghanistan repartir sur quelque chose de beaucoup plus euh, cool entre guillemets. Mais ça n'a pas été cool. Vous avez parlé à l'occasion de cette mission au Mali d'hallucinations, de phobie, d'impulsion. Concrètement, comment ça s'est traduit une fois sur place? Eh bien, donc on a fait notre convoi. Donc on est parti en bateau pour 6 jours. Après, on a fait un convoi de 6 jours également pour arriver jusqu'à à Gao. Et première mission, bon, on va récupérer les journalistes téméraires, mais bon, c'est pas grave, ça c'est un. On va parler de la deuxième mission directement. C'est de Allons-y. rayonner, c'est de rayonner en fait sur un petit peu autour de notre base de fortune, hein, puisque ce n'était que des bâches et puis
des lits en travers. Enfin, et en fait, on rayonne. Et donc, on se pose à un endroit où, à cet endroit-là, il y a plein d'enfants avec qui on discute, à qui je donne des stylos, parce que moi, j'aime écrire depuis l'Afghanistan. Donc, si vous voulez, je donne des stylos, je donne des papiers aux enfants pour qu'ils me fassent des dessins, tout ça. Et en fait, dans le casque, donc j'ai toujours le même emploi qu'en Afghanistan, donc je suis opérateur tourelle. Et dans mon casque, ça annonce qu'il y a un suicide bombeur avéré au niveau de la mairie de Gao. Sauf que nous, on est à 6 kilomètres de la ville de Gao. Mais mon cerveau, à ce moment-là, il se met à bugger complètement et me persuade que l'ennemi, en fait, c'est sans doute les enfants qui sont devant. Vous êtes en train de vous dire donc que finalement, ce sont les enfants qui attaquent. Oui, il peut y avoir qu'un ennemi entre mes frères qui sont derrière le char un peu au repos et puis parce qu'on était en relâche évidemment, c'était une mission qui semblait chouette quoi. Et les enfants maliens devant et je me suis dit mais attends mais s'il y a un suicide bombeur ça va pas recommencer l'histoire quoi donc ça peut être que eux et donc à ce moment-là dans mon cerveau je me dis bah peut-être qu'il faut que je neutralise ces enfants et bah en fait à ce moment-là, si vous voulez, bien sûr que je neutralise pas les enfants, mais dans Parce mon que, cerveau, entendons-nous, quand on parle de neutraliser dans le langage militaire, ça veut dire quoi? ça veut dire mettre hors d'état de nuire. Oui, donc ça veut dire les tuer. Hors d'état de nuire. Mais ce qui est important, à ce moment-là, si vous voulez, c'est que dans mon cerveau, moi, je me rends compte que il y a un bug. Parce que au moment où je vérifie quand même, je me dis attends, je viens de leur donner des cadeaux, enfin, c'est bizarre ce qui se passe dans ma tête. Et je regarde dans mes épiscopes, donc dans mes vitres à l'arrière, et je vois mon groupe mort comme en Afghanistan. Et donc là, je me frotte les yeux, je n'arrive pas à comprendre. Je regarde devant, je vois les enfants qui sourient, je me dis putain, il y a un bordel là. Je regarde à l'arrière, je vois mon groupe qui est en train de rigoler, tout ça. Ouais, là, il y a un bug, il y a un vrai bug quoi. Ça doit être tétanisant d'avoir des pensées comme celle-ci. Ouais. C'est ça qu'on appelle une phobie d'impulsion, non? Complètement, ouais. C'est ça. Mais ça, vous, sur le coup, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas pourquoi votre cerveau vous balance ça. Non, je sais pas pourquoi, je comprends pas ce qui se passe. Et le seul truc que je me suis dit, c'est je suis fou. Ça y est, j'ai sombré dans la folie. Ouais. Vous en parlez à qui? La première personne à qui vous en parlez de ça? Moi, pour ainsi dire, je me jette de ma tourelle, je me jette dans le couloir en me disant, il faut m'éloigner de tout ce qui peut faire du mal. Donc, le danger, c'est moi, en somme. Le danger, ça aurait été que, à mon avis, à mon humble avis, le danger, ça aurait été que je panique plus. Il n'y aurait pas eu vraiment de passage à l'acte. Mais en tout cas, à ce moment-là, dans ma tête, ce que je me dis, c'est que je vais faire feu. Si je reste dans la tourelle, le danger, le pire, c'est que je fasse feu. Et donc, moi, mon idée, c'est vraiment de mettre la tourelle hors tension et de sauter dans le couloir, de me mettre dans le couloir et de dire au secours, quoi. Aidez-moi parce que j'ai un problème, je deviens fou. Faut préserver les gens de moi et me préserver moi de cette folie qui est en train de me posséder, ouais. Mais quand on a une pensée aussi intense que celle-là, j'imagine que dans un premier temps, on se sent honteux. On se dit je suis un monstre potentiellement. Est-ce que déjà en parler à un proche c'est difficile, mais alors en plus dans le cadre de son métier de militaire, est-ce que vous en parlez vous ça rapidement à quelqu'un de ce que vous avez éprouvé pendant ce je sais pas combien de temps, ce laps de temps? Quand j'étais en bas dans le couloir du char, mon adjudant me dit que qu'est-ce qui se passe et je lui dis je me sens pas bien du tout. Bon lui il me propose un sucre quand même pour la petite histoire. Un sucre? Ouais. C'est ce qu'on propose aux chiens, oui, d'accord, ouais. Ah, sucre, d'accord, ok. Ouais, oui, bah mais alors, vous ne lui racontez pas ce que vous venez de me raconter. Vous lui dites pas, adjudant, j'ai eu peur de tirer sur les enfants. Je lui dis directement, je fais non, j'ai pas besoin de sucre. Je crois que je suis en train de devenir fou. Je vais les tuer. J'ai un problème. J'ai peur de faire ça, quoi. J'ai peur de faire du mal. Et il me dit, OK, on va sortir, on va aller prendre l'air. Et en fait, on sort et je vois les enfants et notamment celui à qui je venais de donner un stylo et il me sourit, il me dit encore merci et je me dis, putain, c'est moi qui décartonne complet, ouais. C'est moi qui pars en vrille, là. Il y en a eu d'autres, des hallucinations, des phobies d'impulsion, je ne sais pas comment on peut les appeler, suite à cette journée particulière. Ouais, les phobies d'impulsion, elles m'ont poursuivi jusqu'à 2015, quoi, 2016. Encore aujourd'hui, je peux en avoir. La seule différence, c'est que j'ai trouvé la technique. Alors attendez, on va y venir. Mais bon, là, on était au Mali. Est-ce que justement, ce qui vous est arrivé ce jour-là a fait que vous avez pu partir plus tôt que prévu du Mali, ou vous êtes allé jusqu'au bout de la mission? Non, moi, à ce moment-là, ils me demandent une évacuation sanitaire. Il y a un VAB qui vient me récupérer. Un VAB, c'est quoi?
le véhicule de l'avant blindé, Eh ben oui. sanitaire, qui vient me récupérer. Le médecin me fait boire de la morphine parce qu'il n'arrivait pas à me piquer. Et donc, en fait, moi, je m'endors. Je m'endors et je me réveille. Bah, faut pas oublier que quand même, il y avait vraiment une vraie alerte d'un suicide bombeur. Ça, c'était vrai. Et donc, moi, quand je me réveille sur mon lit, il n'y a plus un seul véhicule, il n'y a plus personne. Je suis tout seul au milieu des grandes rangées de lits et j'ai plus d'armes, plus de gilet pare-balles et plus de casque. Bah là, je me sens vraiment seul. Je vois que j'ai une vingtaine d'appels en absence sur mon téléphone. Bien sûr, mon ex-femme qui avait été alertée par BFM qu'il y avait un suicide bomber qui était avéré à Gao. Enfin, en fait, l'armée française était en train de récupérer euh, la mairie de Gao à ce moment-là. Pendant le laps de temps où moi j'ai dormi, il a dû se passer peut-être 5 heures. Et pendant ce laps de temps, tous les potes sont partis récupérer la mairie de Gao Vous êtes en train de me dire que c'est votre épouse qui a été informée par BFM et pas par votre hiérarchie. Oui, oui, exactement. Mais parce que moi, en fait, si vous voulez, j'étais en zone sûre, en sécurité, et je n'étais pas, à proprement dit, blessé à ce moment-là. Ils savaient pas tellement ce que j'avais. Et c'est au moment où il y a un médecin qui vient me voir et qui me dit, écoute, tu as un syndrome de stress post-traumatique, tu vas rentrer en France. C'est la première fois que vous entendez ce mot-là, enfin en tous les cas à votre attention. Ouais, vraiment, c'est la première fois que j'en entends parler. Je crois même que pendant la formation, avant l'Afghanistan, et puis même, bon, avant le Mali, on n'a pas eu de notion de formation, mais avant l'Afghanistan, on n'a jamais réellement parlé. Si, on en a parlé un petit peu, on avait quelques réflexes, notamment d'enlever l'arme du mec qui pouvait être traumatisé. Et je pense que c'est par réflexe d'ailleurs que j'ai réussi, moi, à enlever, à mettre la tourelle hors tension, justement, quand il y a eu l'événement, et puis à déposer mon arme par terre à un autre pote, en la donnant à un frère d'armes parce que comme je sentais que j'étais en état un peu de bug, j'ai préféré par réflexe m'enlever tout ce qui pouvait être blessant de sur moi, quoi. Donc c'est, je sais plus ce qu'était la question. Isabelle qui m'écrit en vous écoutant: mon père a fait la guerre d'Algérie, il a réchappé à beaucoup de traquenards mais est revenu très marqué. Il disait lui-même, entre guillemets, être un peu fou et a mis longtemps à oublier les carnages auxquels il a assisté. Ça a été votre cas, vous, quand vous êtes revenu en France du Mali. Vous êtes trouvé complètement à côté de la plaque, totalement différent de l'homme que vous étiez auparavant? Ah oui, à ce moment-là, moi, enfin, au moment où je rentre du Mali, je suis interné à l'hôpital psychiatrique du Val-de-Grâce à Paris. Moi, j'ai qu'une envie, c'est retrouver les bras de ma femme, parce qu'on a quand même un mariage à faire. Oui, il y a le mariage, ouais. Et je me dis juste que, en fait, voilà, c'est rien du tout, ça va passer. Mais en même temps, il m'arrive quand même quelque chose que je maîtrise pas, que je contrôle pas, et ça me fout la trouille, quoi. Qu'est-ce que, comme ça là, au débeauté, quelles sont les autres hallucinations qui ont pu vous terrifier justement à votre retour en France, des angoisses, des choses qui ne sont pas réelles mais qui arrivaient au contrôle de votre cerveau? Ouais, en fait, c'est pas tellement des hallucinations, c'est plus des pensées, des pensées telles que, en fait, du moment où j'ai eu cette peur d'avoir envie de faire du mal à ses enfants, donc cette phobie d'impulsion là, avec ces hallucinations, quand je suis rentré en France, je me suis dit, mais attends, ça se trouve, en fait, vu que je suis convaincu d'être fou à ce moment-là, ben ça se trouve à tout moment, je peux faire du mal à quelqu'un là. À tout moment, ça se trouve, je peux perdre le contrôle de Alors moi. ça pouvait se présenter comment? Il y avait d'autres scénarios comme ça qui vous angoissaient? Ah ouais, mais tous les scénarios possibles et Donnez-moi-en imaginables. un Je vais vous pour dire, voir. je vais vous dire, c'est pas automatiquement que faire du mal, mais ça pouvait aussi être avoir l'air ridicule, par exemple. Mais moi, j'avais eu à la maison avec mon ex-femme, j'avais jeté tous les couteaux à la poubelle. Voilà, j'avais jeté tous les couteaux parce De que peur de vous en saisir d'un ouais, et faire n'importe oui, quoi parce avec. que exactement, parce qu'en fait, le symptôme de la phobie d'impulsion, c'est que on commence toujours au conditionnel. Imagine que, et si je prends un couteau et que je fais du mal à quelqu'un, donc notamment à mon ex-femme, et au moment où même on le pense, on envisage que ça vient d'être fait, quoi. Donc en fait, il y a le sentiment de culpabilité, le sentiment de tristesse, le sentiment de colère, tous ces sentiments-là, alors qu'en réalité, on est juste assis l'un et l'autre sur le canapé en train de se faire un câlin. Et ça, il est possible
de se confier auprès de celle qu'on aime, ou justement on se sent tellement honteux, fou, comme vous l'avez dit, pour reprendre votre expression, d'imaginer de tels scénarios qu'on se tait et qu'on passe tout ça sous silence? Non, je sais que un jour, elle m'avait demandé de tout lui dire pourquoi j'étais comme ça, pourquoi. Donc moi, je lui avais vraiment tout dit. Quelle a Dans été un sa moment réaction? Parce que ça peut déconcerter. eh ben, elle m'avait dit, bah, en fait, déjà de lui avoir dit, donc bon, effectivement, j'étais dans un état vraiment, j'avais fondu en larmes, donc ça, automatiquement, ça soulage sur l'instant. Et donc, son premier réflexe a été de me prendre dans les bras et de me dire que ça va aller, que maintenant qu'elle le sait, qu'elle va m'aider, quoi. Donc, ça, c'était un moment très fort aussi. Et après, ouais, ça a été compliqué, ouais, quand même. On vous a expliqué pourquoi ça vous est arrivé. Alors oui, bien sûr, le détonateur, le catalyseur de ça, c'est cet attentat suicide, mais tout le monde ne réagit pas comme ça. Est-ce que par exemple, parmi vos collègues militaires, d'autres ont eu ces mêmes manifestations psychiques dans leur quotidien ensuite? Et il y a quand même, sur l'ensemble des personnes qui étaient avec moi présentes ce jour-là, il y en a beaucoup qui ont été touchés. Il y en a peu qui sont encore militaires. Euh, et après, globalement, dans tous les cas, au vu de la mission qu'ils ont eu à faire juste après, à récupérer la mairie de Gao dans des combats presque limite de corps à corps, je sais que beaucoup de mes frères d'armes ont été victimes du syndrome de stress post-traumatique à ce moment-là. Combien de temps vous avez traîné ça? J'en parle au passé, peut-être que il y a peut-être toujours des résidus. Est-ce que ça a duré combien de temps? Alors, on le traîne toujours dans tous les cas, même si on stabilise les émotions. Par contre, on devient quelqu'un de complètement différent. Ça, c'est une certitude. Mais autrement, moi, je dirais qu'en l'espace de 2 3 ans, je suis passé d'un état de terreur pérenne à un état de mieux-être, pour ainsi dire. Sans rentrer dans le détail ou dans les détails, qu'est-ce qui vous a procuré ce mieux-être? Moi, je remercierai jamais assez ma psychologue à ce moment-là qui m'a pris en compte. Alors déjà, il y a la psychologue des armées qui m'a fait un EMDR. Ne me demandez pas ce que ça veut dire EMDR, s'il C'est vous un plaît. truc à base de, je sais pas. Non, si, il y a MDR, Ouais, il y a c'est pas de l'hypnose, mais il y a des choses, non, pas un peu des. c'est, euh, en fait, c'est Haze, mouvement. Ah En oui, gros, avec les c'est yeux, c'est le mouvement oculaire, ouais, c'est c'est ça? Oui, ça, d'accord, voilà. de gauche à droite. Mhm. Donc j'ai fait ça, ça m'a retiré les cauchemars parce que je faisais beaucoup de cauchemars. Donc ça a été efficace, c'est probant sur vous. Ça a été très 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 efficace, oui. Mhm. Et parallèlement, j'avais ma psychologue civile qui elle, en une seule phrase, je crois qu'a fini de me faire, comment dire, a fini de soigner, enfin pas de soigner, mais en tout cas de me permettre d'avoir la clé pour ne plus avoir de phobie d'impulsion. Et je crois que ça a été salvateur parce que pendant un moment ça a été très très compliqué parce que le fait d'avoir des phobies d'impulsion, je dirais 3 à 4 par jour. Faut savoir que la phobie d'impulsion, quand on l'a, c'est une crise d'angoisse qui peut durer 1 heure à 2 heures, quoi. C'est quelque chose dont on se remet pas parce que on n'arrive pas à se dire que c'est pas une réelle envie en fait. Et ça, c'est traumatisant en réalité. Et l'idée même d'arriver à trouver une clé pour se dire, bah mais en fait, il s'agit juste de dédramatiser cette pensée pour aller mieux. Et ma psychologue m'a sorti une phrase donc qui a été importante et que je dis encore à mes frères d'armes aujourd'hui quand ils ont les mêmes choses. C'est que ben combien de fois j'ai pensé à faire quelque chose de mal. Et moi, je lui ai répondu bah, 1000 fois, mais tellement spontanément. Et elle m'a dit, et combien de fois t'es passé à l'acte? Je lui ai dit, bah jamais. Elle m'a dit, bah voilà, c'est un bon début. Et cette phrase à elle seule m'a fait comprendre qu'en réalité, ouais, c'est vrai, statistiquement, à l'heure actuelle, il n'y a aucun passage à l'acte. Et dès lors, j'ai commencé à dédramatiser chaque phobie d'impulsion. Par exemple, notamment quand j'avais une pensée, je vais vous le dire, hein, une pensée sur, imagine que je fais du mal à mon ex-femme, je me disais, ouais, mais mieux ce serait avec une petite cuillère. Voilà. Et en fait, en dédramatisant ce genre de choses, j'en riais moi-même, j'arrivais à rire de ce démon. Et je crois que cette espèce de démon qu'on a en nous, moins on l'alimente et plus bah, il abandonne un peu le truc, quoi. 3 ans, vous dites, pour arriver Ouais, à revivre un peu normalement. ouais, Mais ça veut dire qu'encore aujourd'hui, quoi, un peu plus de 15 ans, c'est ça, après, ouais. elle peut survenir de manière modérée, mais ça, c'est toujours là, tapis dans l'ombre? Ouais, c'est toujours là. Des fois, je sens que, des fois, je sens que le petit démon n'est pas bien loin, quoi.
Je sens que une petite angoisse, quelque chose. Alors, il n'y a plus les phobies d'impulsion à proprement parler, mais, mais l'angoisse, l'anxiété, le stress prend des proportions en fait qui sont pas normales, quoi. Voilà. Quelles ont été les conséquences de ce stress post-traumatique sur votre vie affective? Bon, ben, du coup, je pense que les auditeurs auront compris que finalement, on a fini par divorcer avec mon ex-femme. Euh, et Oui, puis, mais bon, hors antenne, vous m'avez dit, en gros, c'est vous qui avez eu l'initiative, justement, entre guillemets, pour la sauver ou la libérer de tout ça, de ce fardeau qui était vos angoisses, vos phobies d'impulsion, votre stress post-traumatique. C'est vous qui avez eu l'initiative. oui, parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être un boulet. Enfin, clairement, c'était pas une impression, j'étais un boulet. Et, euh, et c'est pas qu'elle s'est éteinte, c'est qu'en tout cas, je la voyais éteinte par rapport au fait à l'énergie qu'elle a pu mettre pour me sortir de tout ça. Et, euh, et quand j'ai commencé, moi, à reprendre de l'air, j'ai compris qu'elle était malheureuse. Je me suis dit, bah, en fait, le moins que je puisse faire pour elle aujourd'hui, c'est de la libérer de ce boulet. Ouais. Hors antenne, vous m'avez dit, je suis un célibataire endurci, mais avec un petit rictus au coin des lèvres. Le fait aujourd'hui d'être seul, en tous les cas pas en couple, c'est une situation qui vous va, qui vous convient pleinement. Voilà, ça convient. Ouais, après, j'ai pas Bah, je d'enfant, sais donc pas, c'est vrai c'est que. vous qui m'avez dit endurci, oui ou non? Ah oui, Bon, endurci, ça veut pas dire que j'en suis bien content. bon, Mais d'accord, ok. endurci, ça veut dire que je me suis accommodé de ce mode de vie qui est d'être un boulet que pour moi-même. Et puis cette passion pour l'écriture qui m'a percuté suite à ces missions. Oui, Euh, c'est arrivé, vous m'avez dit, c'est arrivé en Afghanistan. Écrire, c'est arrivé un petit peu après donc l'attentat suicide. ouais, en fait, c'est pendant l'Afghanistan que je me suis mis vraiment à prendre plaisir à écrire. J'ai toujours un peu écrit, mais de manière, enfin, pas en essayant d'embellir, mais plus soit des lettres, des courriers. Mais là, l'Afghanistan m'a fait donner un peu de, comment dire, de mélodie aux mots, quoi. Euh, j'ai commencé à prendre plaisir Je à vous rendre entends pas beau. bien là, Julien, rapprochez-vous de votre téléphone. Je disais, Voilà. je prenais plaisir un peu plus à écrire de manière plus jolie, quoi. Vous l'avez mentionné à un moment de cet échange, vous avez écrit un livre qui s'appelle, rappelez-moi. Le livre, il s'appelle Le regard vide, et c'est un témoignage en fait qui parle de ce vécu dont on est en train de parler ce soir. Il vous a fait du bien, vous, d'écrire ça, de coucher tous ces mots sur le papier, ou ça a été compliqué au contraire? Ça a été un exercice thérapeutique qui m'a été conseillé par ma psychologue. Ah oui. Euh, Cependant, et à la fin, mon idée, c'était vraiment de brûler le manuscrit et de fermer cette page. Euh, ça m'a pas fait du bien de l'écrire. L'écrire surtout le chapitre qui s'appelle Le jour J a été très compliqué à écrire. Mais euh, mes parents me posaient beaucoup de questions sur pourquoi mon comportement était ainsi, ceci, cela. Et donc, je m'étais dit que j'allais faire lire le manuscrit et qu'on le brûlerait ensemble. Et en fait, ma mère, quand elle a lu le livre, elle m'a dit, bah, mais en fait, non, tu vas pas le brûler, tu vas le faire publier parce que ça peut aider un paquet d'épouses, ça peut aider un paquet de parents, de frères, de sœurs et d'enfants. Et donc, j'ai écouté son conseil et j'ai décidé de faire publier le livre. Ça permet d'exorciser aussi, vous le dites, ce que vous avez enduré. J'ai un message sur le chat qui fait écho dans le sens inverse. C'est Geneviève qui écrit « Mon père travaillait dans le service de santé de l'armée française durant la Deuxième Guerre mondiale, notamment sur le rapatriement par train des blessés. Il ne m'a jamais rien dit de ce qu'il avait vu. » Est-ce que ça, c'est une constante pour beaucoup de militaires de ne pas parler Ouais. des tragédies qu'ils ont pu endurer? Oui, on essaie, enfin, on essaie de rien dire parce qu'on veut épargner les gens qu'on aime. Mais en fait, c'est pas, comment dire, c'est pas une solution, c'est pas la meilleure des solutions. C'est pas, c'est- effectivement, Mais est-ce que j'allais vous poser la question, c'est l'image que je m'en fais, vous allez me contredire ou abonder dans mon sens, est-ce que c'est pas un petit peu le fonctionnement interne de l'armée? C'est-à-dire qu'on s'épanche pas, on n'est pas là, on n'est pas sur un divan, j'ai l'impression, quand on est à l'armée.
Ben oui, alors, certes, il y a ça, mais il y a aussi le déni, en fait, le fait que on essaie de s'auto-persuader que nous, ça va, puisqu'on a nos membres, puisqu'on a ci, puisqu'on a ça, eh bien, ça devrait aller. Et ensuite, il y a, oui, effectivement, le système un peu patriarcal qui peut subsister, on va dire, dans le milieu militaire, fait que un homme, ça n'est pas censé pleurer et que par conséquent, il vaut mieux éviter de dire les choses. Mais c'est en ça que moi, la publication de mon livre et les diverses médiatisations que j'ai pu avoir autour de ça, c'est justement pour délier les langues, quoi. Pour que les gens qui se terrent dans l'isolement et qui préfèrent être seuls enfin, se rendent compte que finalement, le fait de consulter peut faire du bien. Ouais. Dans un monde parfait, après ce qui s'est passé en Afghanistan, est-ce que il aurait été bon que la hiérarchie dise bon, ben maintenant vous êtes démobilisés, vous rentrez en France et puis bon, on va laisser reposer un petit peu le gars que vous étiez. Le problème, c'est que juste après l'attentat, on se rendait même pas compte qu'on n'allait pas bien. En revanche, après l'Afghanistan, ils auraient pu se dire ça, mais ça m'aurait empêché d'avoir le déclencheur si rapidement. En fait, c'est quand même une chance quand on a un syndrome de stress post-traumatique. Il y a souvent l'événement traumatique et son déclencheur qui arrive un peu plus tard. Et bien, il me semble que plus le déclencheur arrive tôt après l'événement traumatique, et plus le corps et l'esprit arrivent à combattre le mal. En tout cas, c'est l'idée que je m'en suis fait. Vous avez mentionné à plusieurs reprises ce que vous appelez vos anciens compagnons d'armes. Est-ce que vous avez gardé des liens avec certains d'entre eux aujourd'hui? Oui, j'ai gardé des liens avec certains d'entre eux, des liens forts par ailleurs, et avec qui on n'en parle jamais, bien sûr. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Quand on se retrouve, on parle de tout sauf de ça. Ouais, on parle de tout sauf de ça. Après, ça dépend de l'ambiance de la popote, quoi. Après quelques bières, on aura toujours tendance à parler de nos guerres, mais sur les bons aspects, en fait. Vous avez fondé une association qui s'appelle Soldartistes, qui épaule, on va dire ça comme ça, policiers, gendarmes et évidemment militaires qui ont été, comme vous, blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, blessés à titre psychologique, physiquement aussi ou juste... Oui, les deux. Oui, les deux. Également les pompiers qui sont également dans l'association. Et les aider à travers la pratique d'un art. Vous, cet art, on l'a compris, c'est d'écrire. Qu'est-ce que ça fait, justement, de pratiquer un art, en tous les cas pour les personnes que vous accompagnez dans le cadre de cette association, quand justement on a vécu un traumatisme comme celui que vous avez vécu? Alors, il y a deux choses. Il y a le fait de la création, la création qui permet de donner vie à des choses, euh, alors que jusqu'alors on était quand même confronté plus souvent aux pensées sur ce qui avait pu être marquant, donc c'est-à-dire bien souvent la mort ou en tout cas la peur. Et donc le fait de pouvoir donner vie à des mondes, à des colorés, ce genre de choses, ça fait du bien. Euh, il y a la deuxième chose, donc c'est le fait d'avoir créé cette association. On a réussi avec un frère d'armes, avec deux frères d'armes artistes également, on a réussi à fonder cette association euh, qui permet donc de créer une communauté, une nouvelle espèce de fratrie de mecs blessés et qui se relèvent donc grâce à l'art. Alors nous, on n'a pas vocation à faire de l'art-thérapie, c'est juste de montrer que de manière factuelle, l'art sauve. Voilà, c'est ça notre objectif. Donc on fait des expositions, des, on fait du rayonnement, enfin voilà, on essaie de porter notre message un peu partout sur l'Hexagone, quoi. Donc, je le disais en début d'échange, vous avez repris vos études. Vous avez envie de quoi, vous? Vous avez 39 balais, donc vous êtes célibataire, mais si j'ai bien compris, vous aspirez à l'amour. Vous le voyez comment, vous, votre avenir, fort de ce qui vous est arrivé? Voilà, mon avenir, bon sang, quelle question. Mon avenir, ben, je me vois bien CPE quand même dans un établissement, dans une commune où j'aurai ma maison avec ma piscine creusée, hein, et la paix, punaise, ça serait pas mal. Et puis, ben, ouais, donc, j'espère avoir des enfants un jour peut-être. Mais la paix intérieure, c'est un travail de tous les jours, si j'ai bien compris, même encore aujourd'hui. Ouais. Mais là, j'ai bien peur que la paix intérieure m'empêche d'écrire. Et donc, on se demande parfois si Ouais, on veut il réellement. vaudrait mieux pas être un peu tourmenté, c'est ça?
pour prendre le stylo. Ouais. Ça fait très romantique du 19e siècle, sans doute, mais je pense que je pense que le plaisir d'écrire m'a permis un peu de dompter ce démon dont je parlais tout à l'heure, mais que je l'ai apprivoisé et qui me sert par moment. Pensez que, bon, avec des si, on peut faire beaucoup de choses, mais que si vous ne vous étiez pas engagé dans l'armée, ce démon-là, comme vous le nommez, il ne serait jamais sorti de sa boîte? Bon, ben, je présume, oui. Je pense que, ou alors autrement, après, c'est pas bien. Je sais que des personnes autour de moi, avec un accident de voiture, hein, des civils, hein, avec un accident de voiture. Je sais également que, par exemple, notamment ben, chez le monde féminin, euh, dans leur enfance, peuvent être traumatisés à cause d'agressions sexuelles, ce genre de choses. Donc, je sais que le syndrome de stress post-traumatique ne cible pas que les uniformes. Et ça a été d'ailleurs quelque chose d'assez important à comprendre. Et donc, j'aurais jamais été à l'abri d'être atteint un jour d'un syndrome de stress post-traumatique sans être militaire. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a une espèce de toute petite différence sur le conditionnement. En fait, comme on est conditionné pendant tant de mois à ne rien craindre, à être invincible, je pense que le retour à la réalité est d'autant plus destructeur. Mais alors, ce sera ma dernière question. Si je vous posais la question suivante, est-ce que vous êtes heureux, Julien, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous me répondriez? Ah, mais qu'est-ce que c'est être heureux? Bon, je vois. Ah, je Très dirais bien. que je suis épanoui dans ma vie littéraire, dans ma vie d'étudiant, et C'est déjà pas j'envisage mal. un C'est bel déjà avenir. pas mal. Oui, mais complètement, complètement. Bon. Je remercie Julien d'être venu vous raconter tel que vous l'avez fait et dire ce qu'ont été ces différentes étapes pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et à en juger par les messages, les commentaires sur le chat, eh bien effectivement, vos mots ont touché celles et ceux qui écoutent juste avant la nuit ce mardi soir. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée, merci. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Ce soir, je vous lis les mots qui m'ont été envoyés par Vincent. Ça commence comme ça, son mail. Bonsoir Johan. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme. Elle m'a très vite fait comprendre qu'elle voulait qu'on ait une relation sérieuse ensemble. Elle le disait souvent. Toi et moi, j'ai envie que ce soit du sérieux. Elle me plaisait beaucoup, cette femme. Mais je n'étais pas encore disponible. De mon côté, mon couple battait de l'aile. Mais je ne me voyais pas annoncer à ma femme que c'était terminé pour autant. Probablement par manque de courage. Toujours est-il que j'ai mis 1 an et demi à me séparer avec mon ex. Pendant ce temps, j'ai toujours pensé à cette femme. J'imaginais la vie qu'on aurait pu avoir ensemble, regrettant un jour qu'après de longs mois qui s'étaient passés, j'ai donc rappelé cette femme pour lui dire que je voulais qu'on se revoie. Elle n'a pas su quoi dire sur le moment. J'entendais sa voix hésitante de l'autre côté du bout du fil. Elle m'a répondu qu'il fallait qu'elle réfléchisse. Elle ne m'a jamais répondu. Plus jamais. Plus aucun appel, elle ne l'a pris. À mes lettres, à mes demandes de rendez-vous, je me suis heurté à un silence absolu. Je ne me suis pas senti le cran d'aller frapper à sa porte. J'ai respecté son silence en espérant qu'un jour elle revienne vers moi. Ça a été très dur parce que c'est moi qui n'avais pas assuré. Je ne pouvais m'apprendre qu'à moi-même. Le temps a passé, j'ai fini par me faire une raison, tout en y songeant parfois. Et puis il y a 3 ans, je l'ai revue, totalement par hasard, dans un parc d'attractions en région parisienne. J'accompagnais mes petites nièces, et elle était avec ses 2 enfants, les siens. On a parlé un peu, et ça a été un choc. Tout ça pour dire que on ne peut pas refaire l'histoire. Il ne faut pas laisser passer les belles occasions se perdre. Signé Vincent. C'est très juste ce que vous dites, ce que vous écrivez, Vincent. Merci d'avoir écrit ces mots et nous les avoir fait partager. Souvenir douloureux, mais dans lequel peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutez ce soir se reconnaîtront. On va se quitter ce soir. Je vais saluer
tous ces auditeurs, ces internautes surtout, qui étaient de l'autre côté, derrière leurs écrans. Isabelle, Gorka, Marie, Michel, qui m'écrit très touchant ce témoignage de Julien ce soir. Chala, qui était là également, qui est toujours là. Christine, puis tous les autres. Alors visiblement, il y a eu quelques... Le son a été peut-être capricieux ce soir, à en croire certains des messages. Pourtant, certains, visiblement, pour eux, c'était bon, pour d'autres, un peu moins. Essayez de voir ce qui a cloché. N'hésitez pas à m'écrire, j'aime toujours autant vous lire. social@johanrock.fr. Une petite bafouille si vous préférez les réseaux sociaux sur mon compte Instagram, le nom Instarock, ROQS tout attaché. Puis si vous le voulez soutenir ce programme, comme certains le font depuis déjà un petit moment, vous allez sur le www.johanrock.fr à la page cagnotte ou abonnement. Ainsi s'achève cette émission. Je remercie Marie qui était derrière son clavier ce soir pour être avec vous sur le chat de l'émission. On va se retrouver dès mardi prochain à partir de 21h. En attendant, je vous souhaite de faire de beaux rêves. Passez une belle semaine si vous écoutez cette émission en replay ou sur YouTube. Et donc, à mardi prochain, 21h, évidemment, juste avant la nuit.